Présenter, pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, moi, je suis Yvan. J'ai donc monté un écolieu, l'écolieu au Cerveau de l'Instant, comme vous pouvez voir sur la petite photo il y a quelques années. Euh, Avant de venir ici, j'ai eu un parcours complètement différent de l'accueil comme on le fait aujourd'hui. Je suis très autodidacte, donc j'ai appris beaucoup en faisant les choses, en expérimentant, en allant chercher les infos. Et dans mon parcours, en fait, j'ai été amené à créer une entreprise d'audiovisuel en 2003, donc ça fait déjà quand même un certain nombre d'années sur Lyon. J'ai monté avec des amis euh, pour pouvoir, on venait tous d'handicap international. Moi, j'ai aussi travaillé chez Vétérinaires sans frontières et on s'est dit pourquoi on n'utiliserait pas les outils vidéo et des choses comme ça pour pouvoir transmettre l'information. Donc il y a déjà 17 ans, on était là-dedans. Donc aujourd'hui, faire une présentation via Zoom en visio, c'est un exercice que je n'ai pas souvent fait, mais c'est des outils auxquels j'ai beaucoup travaillé et beaucoup utilisé. Mais pas, j'ai pas souvent été derrière la caméra. Bah, j'étais derrière la caméra, mais pas devant. Euh, alors j'ai fait beaucoup d'accompagnement autour d'outils informatiques dans ce travail-là. C'était quelque chose d'intéressant parce qu'on travaillait avec l'ordinateur, mais on travaille aussi avec l'humain. Et l'ordinateur, il est bien dépendant de l'humain. Donc, c'est vrai que c'était intéressant de travailler avec cet outil. Je parle bien d'outils, c'était ça que j'ai bien apprécié pendant toutes ces années. J'ai eu, j'ai eu un papy bricoleur et donc, en parallèle de ce travail, j'ai fait beaucoup d'autres choses. Ce que j'aimais en fait d'intéressant, c'est que d'un côté, j'avais mon travail et de l'autre côté, bah voilà, je bricolais chez moi, je rénovais. J'ai fait pas mal de choses comme ça. Et ma maman, faisant aussi pas mal de rénovations, j'ai été amené à l'aider plusieurs fois. Donc, j'ai participé beaucoup à la rénovation une bonne dizaine de maisons. Et puis mon entreprise audiovisuelle devenait très très prenante et à un moment j'ai vraiment senti le besoin euh, de m'éloigner un petit peu de ce travail, alors de m'éloigner surtout en distance. Et puis je sentais aussi le besoin de m'éloigner des villes. C'était quelque chose qui m'appelait très profondément de me dire la ville, c'est pas forcément ce qui m'intéresse. Moi, j'avais besoin de trouver un espace où eh bien, il y avait de la nature, il y avait justement de l'espace, de la place, quelque chose de plus en contact avec la terre. Et donc, du coup, pour pouvoir faire ça, bah, j'ai fait quelque chose qui était très intéressant. Alors, je ne parle pas encore de l'écolieu parce que vous allez comprendre que l'écolieu, il s'est construit en fait au fur et à mesure. Je ne suis pas parti en me disant je vais construire un lieu d'accueil, je vais construire quelque chose. Je ne suis pas du tout parti là-dedans. J'ai toujours suivi un petit peu mes intuitions en me disant voilà, moi, ce que j'avais envie, c'était de partir au vert, de partir à la campagne, dans un endroit où il y a de la place, où on peut laisser cours à la créativité, mais sans vraiment savoir quoi faire, comment, sans vraiment planifier. C'est pour ça que pour le moment, je ne parle pas encore de l'écolieu parce que c'est la démarche qui m'a amené à l'écolieu. Je vais essayer de vous transmettre un petit peu. Et ce qui était difficile, moi je trouvais, c'était d'abandonner mon travail en ville, d'abandonner ce mode de vie du jour au lendemain. Et j'avais la chance, comme on était quatre à avoir créé cette entreprise, qu'on pouvait un petit peu, c'était le but de la création de cette entreprise d'audiovisuel, c'était aussi que chacun puisse s'y retrouver. Et donc, chacun pouvait aménager son temps, pouvait aménager sa manière de travailler. C'était le but. Et du coup, moi, j'ai décidé de faire du temps partiel en disant, ben voilà, je suis 1 ou 2 jours par semaine à Lyon au bureau et le reste du temps, je peux faire du télétravail. Donc déjà, en 2008, j'ai découvert ce qu'était le télétravail. Alors mon métier me le permettait et, et donc j'ai beaucoup pratiqué le télétravail. Donc ça me permettait d'avoir des journées libres, enfin, la journée libre et je travaillais le soir, voire la nuit.
Je n'ai pas forcément besoin d'être avec des équipes. Et c'est ce qui m'a permis de libérer du temps et surtout d'être dans une situation où j'étais dans une phase de transition, où d'un côté, j'avais un travail rémunéré qui me permettait d'être serein en me disant, voilà, j'ai de quoi me manger, me déplacer. Et puis, d'un autre côté, j'avais du temps pour pouvoir créer quelque chose. Et j'ai trouvé ça assez confortable et très intéressant à vivre, de faire ce double temps, parce qu'il me permettait de faire des choses qui nous intéressent et pas forcément liées à l'argent, pas forcément liées aux peurs, pas forcément liées à une pression de quoi que ce soit. Puisque le côté sécurité était là de par mon travail à côté. Et donc, de ces choix-là, voilà, il y a eu la naissance de ce projet-là, de l'écolieu. C'était vraiment, quand je suis arrivé ici, quand j'ai trouvé cette maison, j'en ai visité beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis à chaque fois, ça ne me parlait pas. Et là, ce que j'ai vraiment trouvé sympa, c'est d'être dans un endroit au calme. Et c'est surtout les petites choses qui m'ont fait choisir, c'est que quand j'ai visité la maison, l'agent immobilier m'a dit, eh ben, si ça vous intéresse, il y a l'agriculteur d'à côté qui s'en va, il vend son terrain. Et, et je me suis dit, mais voilà, pourquoi cette synchronicité de se dire que moi, je cherche de la place. Bon, là, j'ai une maison, il y a un petit peu de terrain, mais c'est rare de trouver un terrain concomitant pour pouvoir acheter en même temps. Et voilà, ça a été des petites choses comme ça qui m'ont amené à me dire, ouais, c'est intéressant cet endroit-là. Alors, dans une région que je ne connaissais pas, j'ai découvert la Bresse. Je cherchais plus la montagne avec des pierres pour pouvoir faire des projets. Voilà, j'étais plus attiré par la montagne. Je suis dans la plaine et j'ai une maison en briques. Donc, ce n'était pas du tout ce qui était prévu au départ, mais c'est là où le chemin m'a emmené et je me suis posé là. Alors aujourd'hui, avec 12 ans de recul, ça fait 12 ans que je suis là, bon, on est bien en Bresse, c'est sympa. Le climat est assez agréable et voilà, c'est une région. Alors, la Bresse, alors pour ne pas froisser tous les gens, ce n'est pas la Bresse de l'Ain, mais c'est la Bresse bourguignonne. C'est un petit peu plus haut, mais ça reste assez plat quand même. On n'est pas très loin du Jura. Voilà. Dans ce parcours-là, eh bien, le premier temps où je suis arrivé ici, j'ai vraiment pu apprécier. Je découvrais le temps partiel, c'est-à-dire que voilà, j'avais 3 ou 4 jours par semaine où je n'avais pas de travail, mais j'avais un endroit où je pouvais aller me promener. Et j'ai vraiment pris ce temps-là pour observer, m'imprégner, être avec l'environnement dans lequel je suis, dans cette écoute de la nature, dans l'écoute de moi aussi, de ce que j'avais envie. Donc, et ces quelques mois au début ont été vraiment quelque chose de très fort et très intéressant et très important pour la suite, pour pouvoir construire des projets. Il y a vraiment s'imprégner d'un lieu, le découvrir d'un autre point de vue, prendre le temps de le faire, ça a été vraiment quelque chose de très important pour moi. Et puis très rapidement, je me suis fait rattraper par les travaux, je me suis lancé dans la rénovation et là, le temps a filé très très vite et j'ai plus vraiment ce temps-là. J'essaye maintenant de m'y remettre, mais en tout cas, ce temps-là était important. Au bout de, au bout d'un an où j'étais là, j'ai rencontré Ramatara, mon épouse aujourd'hui, qui s'est installée dans la région, qui est arrivée dans la région à peu près en même temps que moi. Quelques mois après, elle est venue aussi se mettre dans la région. Et c'est là où vraiment ça a été la naissance du projet de l'écolieu. Parce que pour moi, c'était avant tout, quand je me suis installé là, c'était pour faire un lieu de vie. C'était pas forcément grand, il n'y avait pas forcément de grands bâtiments pour faire de l'accueil. Mais c'est cette rencontre aussi qui nous a amené à ça parce que quand on s'est rencontrés, elle était déjà dans un lieu de stage, c'était quelque chose qui l'intéressait. Et puis on a rapidement eu des gens qui nous ont dit «Ah, mais ça serait bien que vous fassiez une salle, qu'on puisse faire une activité chez vous, c'est sympa, etc.» Et ça nous a fait réfléchir. Et l'élément déclencheur, c'est le décès de ma maman, avec qui
j'avais un projet avec ma sœur et avec ma maman. On avait un projet de faire un centre au départ, il y a longtemps. On avait parlé, surtout de faire quelque chose ensemble. Et puis avec ma sœur, on s'est dit, mais voilà, on a un petit héritage, qu'est-ce qu'on en fait et on s'est dit, ça serait bien finalement qu'on lance ce projet. Notre maman fera partie aussi du projet parce que c'est elle qui aura été l'impulsion financière de départ. Et donc, de là est partie l'idée de rénover le deuxième bâtiment. Alors, il y avait le premier bâtiment qui était l'habitation, que j'avais déjà rénové en partie. Et puis, du coup, le deuxième bâtiment, on s'est dit, voilà, on se lance là-dessus pour faire le projet. Donc, c'est un projet qui s'est construit vraiment au fur et à mesure des opportunités, du temps. On n'est pas du tout sur un projet classique en se disant, voilà, on va chercher un lieu, on a tant de sous, c'est telle cible, on fait je ne me rappelle même plus le nom, un business plan, on fait une étude de marché. Toutes ces choses-là, en fait, on ne les a pas forcément faites. Alors, on en a fait pour la banque parce qu'il leur faut toujours des trucs, mais c'était pas forcément réfléchi et poussé. C'était pas en tout cas l'origine du projet. On a beaucoup fonctionné toujours à l'intuition. Alors, j'en viens à l'intuition parce que c'est le rapport avec le vivant. C'est-à-dire qu'on a plusieurs manières de le dire, mais c'est toujours se remettre par rapport à soi et qu'est-ce qui nous parle, qu'est-ce qui résonne avec nous. Il y a eu dans les choses comme ça intéressantes qui ont fait aussi évoluer le lieu, un ami à Ramatara, mon épouse, qui lui, agriculteur, avait arrêté de faire de l'agriculture avec ses parents, avait envie de découvrir d'autres choses et était parti depuis plusieurs années déjà faire du woofing à droite à gauche pour découvrir un petit peu les manières alternatives de faire de l'agriculture et a rencontré Steve Reed. Steve Reed, c'est le fondateur de l'Université populaire de permaculture qui a fait beaucoup de stages et continue de faire beaucoup de stages autour de la permaculture. Et ils ont mis en place un nouveau concept de CCP, de cours certifiés de permaculture, beaucoup moins théorique et beaucoup plus pratique. Et Franck nous connaissait le lieu et il s'est dit ça serait pas mal de venir dans cet endroit parce que c'est assez sauvage et pour pouvoir se dire on part de zéro et on imagine ce qu'on peut faire, ça peut être un super lieu intéressant pour faire travailler les élèves, pour découvrir un petit peu comment on fait quand on part de zéro et comment on construit un projet permacole. Et donc, c'est de là que moi, j'ai découvert la permaculture. C'est-à-dire qu'avant, je ne connaissais pas le mot permaculture. J'ai découvert ça il y a 7-8 ans. J'ai découvert ce que c'était et ça m'a tout de suite parlé parce que finalement, c'était quelque chose qui était déjà inscrit en moi. C'était quelque chose déjà que je suivais. Et ça m'a juste permis de mettre des mots dessus. Alors, moi, j'ai envie de vous poser un peu des questions parce que j'ai plein de gens en face de moi et peut-être voilà, c'est aussi c'est une webconférence, mais c'est aussi le but d'échanger un peu. Et je voulais savoir s'il y a des gens qui savent ce que c'est que la permaculture. Dans quoi ça leur parle? Qu'est-ce que c'est pour vous? Pour moi, la permaculture, c'est le respect du vivant. Et j'irai plus loin, je suis plus forêt-jardin maintenant que permaculture, hein. Mais ça en fait partie, mais ça fait partie dans la permaculture. Je vois aussi la permathérapie, c'est-à-dire l'humain n'est pas exclu et le vivant n'est pas exclu. Voilà. Il y a d'autres personnes qui veulent donner leur retour? Moi, ce que j'y mets dans la permaculture, c'est l'idée d'œuvrer avec tout le vivant déjà en place. Donc, c'est de tenir compte du sol vivant, c'est-à-dire de toute sa faune, sa microfaune,
de faire attention à pailler. Enfin, c'est ce qui ne correspond pas au jardin de nos grands-parents qui était très très bien désherbé avec la terre à nu. C'est l'inverse de ça. C'est-à-dire on n'aura pas un rayon de carottes magnifiquement linéaire à côté d'un rayon de haricots verts, etc. Ce sera un heureux mélange de tout ça parce que les uns et les autres se soutiennent, on va dire. Il y a des bons accords, aussi bien entre les plantes elles-mêmes, et la terre est davantage respectée. Et on va beaucoup plus garder tout ce qui est, enfin, le vivant qui existe et qui est déjà en place, à mon avis. Et ce qui permet, enfin, dans ce que j'en comprends aussi, parce que je suis pas une professionnelle de la chose, et ce qui permet en même temps d'en faire un minimum, enfin d'arroser le moins possible, parce que si on y garde un paillis, ça va garder de la fraîcheur, ça va permettre à la petite bestiole de rester, et donc ça va permettre d'économiser l'eau, et puis de ne pas s'épuiser aussi à arroser tout le temps. Enfin, c'est une culture plus intelligente, on va dire. Voilà, moi, ce que j'en vois. Merci. Quelqu'un d'autre? Alors, Guillaume nous a écrit quelque chose, il ne veut pas parler. Alors, Guillaume nous a écrit quelque chose. Alors, je ne vois pas, moi, ce que les gens écrivent. Je vais chercher où c'est que c'est caché. Converser en bas, dans la barre de tâches du bas. Hop. Ouais, mais avec le partage d'écran, j'ai pas, mais je vais trouver. Sinon, je peux te lire ce qu'il a écrit si tu Et je veux bien parce que je ne le trouve pas. Ça sera peut-être plus rapide. Donc, il a écrit « La permaculture, c'est régénérer des écosystèmes, que chaque élément du système soit utile à plusieurs postes et soit alimenté par plusieurs sources. Il y a la permaculture humaine aussi. C'est une philosophie de vie pour moi. » Ah, ça, c'est une belle définition. Alors, la permaculture, il y a plein de manières de la définir. Et c'est pour ça que chacun va la définir à sa manière. Au début, ce qu'on a beaucoup vu dans la permaculture, c'est ce que les films, les reportages, les documentaires nous ont montré. Et c'est encore dans beaucoup dans ce que les gens en entendent parler, c'est vraiment quelque chose autour de la culture, de l'agriculture. C'est-à-dire que voilà, quand on parle de permaculture, on parle de buts, on parle d'association de plantes, on parle de jardin-forêt, on parle de toutes ces choses en fait qui sont le résultat quelque part. C'est-à-dire que la permaculture, c'est pour moi, et comme ça que je l'ai compris, et comment elle est en train d'évoluer aussi, c'est plus une philosophie de vie. C'est-à-dire que dans tout ce que l'on fait, si on reprend les piliers de la permaculture, il y a l'homme, la nature et le partage des ressources. Ce sont vraiment les trois piliers en fait de base. Et à partir de ces trois piliers, finalement, dans tout ce que l'on fait, dans tout projet qu'on fait, que ce soit un projet d'un écolieu, mais ou que ce soit un projet de vie, donc de travail, que ce soit une jardinière sur son balcon, que ce soit son jardin, mais que ce soit aussi la construction ou la rénovation, que ce soit n'importe quel projet. On peut même, en se disant, quand je fais la cuisine, je peux le faire d'une manière permacole. On va se reposer la question, comment on répond en fait, comment on se base sur ces trois piliers. C'est-à-dire, dans quel respect on est de ces choses-là. En permaculture, la première des choses, quand on se lance dans un projet, on va commencer par l'observation. C'est-à-dire qu'on va regarder qu'est-ce qui fait le projet. Quel est ce projet? Parce qu'on a une réflexion. Après, à partir de cette observation, on va en faire un design, on va commencer à noter plein de choses, on va commencer à faire du dessin, on va commencer à
aller chercher des informations pour pouvoir… Et puis après, on va aller plus loin. Le design, ce n'est pas comme un plan d'architecte, ça va plus loin. C'est-à-dire qu'on va regarder dans le temps. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on fait dans 6 mois, qu'est-ce qu'on fait dans 1 an. Et ce design, il ne prend pas en compte que le matériel. Il va aussi prendre en compte l'homme. C'est-à-dire, pour prendre un exemple, je veux faire un jardin. Il est à côté de chez moi, il est sur le bord de ma parcelle. Alors, je parle jardin parce que c'est ce qui parle aux gens, mais je peux prendre n'importe quel autre exemple. Je vais commencer par observer quelle est la place que j'ai, quel est l'environnement dans lequel je suis, quelle est la météo, quel est le type de sol. Mais je ne connais pas tout. Donc, comme je ne connais pas tout, il va falloir que je me renseigne en me disant, voilà, mon sol, il est granuleux, il est un peu marron, ça veut dire quoi, ça correspond à quoi? Et en gros, la permaculture, elle va permettre de se poser les questions pour aller chercher les informations. Et plus on aura, se sera posé les bonnes questions, et c'est là où ça devient plus compliqué, mais plus on se sera posé les bonnes questions, plus on va avoir des informations et plus on pourra prendre des choix, des décisions et faire des choix. Et toujours en se disant, quel va être mon impact pour moi? Quel va être mon impact pour la nature? Et le partage des ressources, c'est-à-dire, qu'est-ce que je fais rentrer dans mon projet? Qu'est-ce qui sort de mon projet? C'est toujours un ensemble de ces 3 piliers-là. Si je reviens par rapport à l'écolieu, en gros, le lieu au saveur de l'instant, on peut dire qu'il est permacole parce qu'à chaque fois qu'on a fait une action, fait un projet, on s'est posé la question, qui va le faire? Comment on va le faire? Quel va être l'impact? Alors, on va parler de l'impact de la planète, mais on va aussi parler de l'impact du budget, combien ça coûte. On va aussi voir des choses très concrètes comme le juridique. Est-ce que j'ai le droit de le faire? Est-ce que je n'ai pas le droit de le faire? Parce que par exemple, on peut faire un super projet, mais si on n'a pas le droit de le faire techniquement, le projet ne marchera pas. Est-ce que j'ai les moyens? Donc, c'est un des acteurs importants, ça va être la banque qui va dire vous avez les moyens. Alors, si vous avez les moyens, il y a plein on va essayer de se poser toutes ces questions-là pour pouvoir après bien réfléchir à comment on le fait. Et puis, il y a des choses, on va se dire ah oui, mais ça, je ne peux pas tout de suite. Je n'ai pas l'argent, je ne peux pas, par exemple. Comment je peux faire pour que ça fonctionne? Donc, je vais aussi me dire, peut-être que je ne peux pas aujourd'hui, mais dans 2 ans, je pourrais. Dans 3 ans, je pourrais. Voilà. Il y a toute une démarche en fait, de réflexion autour de ça. Alors, je n'ai pas donné de définition de la permaculture, mais c'était juste pour dire que ce n'est pas juste que du jardin. C'est avant tout une réflexion sur toutes les actions qu'on fait, savoir si, quand on fait ça, on ne va pas nuire à quelqu'un, on ne va pas nuire à la planète, et qu'en plus, on produit des surplus, donc en plus, on va en faire profiter les autres de notre projet. Je le prends toujours de différentes approches, mais c'est toujours les mêmes mots, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on fait quelque chose, si on se pose cette question, on est dans le respect. Et quand on est dans le respect, on est aussi dans le juste. Alors, on n'a pas toujours les réponses, mais on peut se poser les questions. Et en se posant les questions, les réponses arrivent aussi. Alors, on a parlé d'une chose aussi, c'est, j'entends beaucoup parler, c'est, ouais, mais moi, je veux faire quelque chose d'écologique. Alors, c'est pareil, je vais vous poser la question. Pour vous, c'est quoi quelque chose d'écologique? Si quelqu'un a des idées ou… Je vais reprendre la parole. Pour moi, l'écologie, c'est le respect du vivant sans se croire plus qu'on est, c'est-à-dire on a fait partie de ce vivant, ni plus ni moins. Voilà. Merci. L'écologie, elle peut être à plein de niveaux.
elle va surtout dépendre de là où on se place. Par exemple, si je prends un exemple, parce que c'est des choses que je connais, moi, tout ce qui est construction, etc. Ah oui, je vais utiliser des matériaux écologiques. Mais alors, un matériau écologique, c'est quoi? C'est écologique parce qu'il y a le label dessus. C'est une certaine manière de se placer. Il y a le label écolo, éco dessus, c'est écologique. Mais écologique, c'est aussi se dire, par exemple, j'ai pris de la paille qui a été pris dans le champ d'à côté. Il n'y a pas le label éco dessus, et pourtant, c'est quelque chose d'écologique parce que c'est quelque chose que j'ai pris à côté, qui n'a pas été transporté, et puis le jour où j'ai besoin de le démonter, ça retourne à la nature, ça ne fait aucune pollution. Écologique, c'est je vais rouler avec une voiture électrique parce que, par exemple, je vais moins polluer qu'avec une voiture gasoil. Mais selon où je me place, alors la voiture, ça parle souvent aux gens, mais selon où je me place, une voiture électrique, ce n'est pas écologique non plus. Et c'est pour ça que quand on parle d'écologie, c'est important de se repositionner par rapport à quoi. Parce que c'est facile de dire, moi je fais des choses écologiques, je suis pour l'environnement, et justement, les grosses industries, plein de choses comme ça, ils font des choses très écolo. Parce qu'en fait, oui, ils vont utiliser des matières avec le label, ils vont faire des choses où ils vont polluer moins. Sauf que si on parle que écologie, on oublie le côté humain, on oublie de regarder beaucoup de choses finalement. Et c'est là où la permaculture va plus loin. Parce que la permaculture, elle va regarder l'impact, donc l'écologie, mais elle va aussi regarder qui peut faire quoi, comment et combien de temps et dans le temps. On est dans des systèmes où on va utiliser l'eau. Alors si on prend le cycle de l'eau en permaculture, il y a toute une partie sur l'eau parce que c'est important de bien connaître les cycles de base de la nature. Donc il y a l'eau, la terre, les climats. Et si on prend le cycle d'eau, on va aller récupérer de l'eau, on va l'utiliser, on va la polluer, on va aller aux toilettes, on va mettre des produits chimiques dedans, voilà, on va faire des choses comme ça qui vont polluer l'eau. Et puis après, on va inventer plein de mécaniques pour essayer de la rendre plus propre. Et en fait, là où la permaculture pose des questions, c'est de se dire, est-ce que d'abord, avant de nettoyer mon eau, je n'ai pas moyen de moins la polluer, d'avoir un impact plus léger sur l'eau. Et donc de mettre des systèmes en œuvre en amont pour éviter de moins polluer l'eau. C'est-à-dire que par exemple, au lieu d'utiliser des toilettes classiques où je prends de l'eau potable pour pouvoir envoyer tout ça aux égouts, finalement, peut-être que cette eau, je peux utiliser des toilettes autres, un système où je n'utilise pas cette eau pour ne pas la polluer derrière, pour ne pas avoir à la retraiter derrière. Ça, c'est un exemple. Il y a plein de choses où c'est juste se poser la question pour aller chercher l'information. Parce que souvent, on fait des choix par méconnaissance. Parce qu'on nous a dit c'est comme ça, puis c'est comme ça. Et je pense que c'est ce qui est le plus compliqué dans notre société aujourd'hui, c'est de savoir. Parce qu'aujourd'hui, on se dit, je vais acheter un produit, mais je ne sais pas d'où il vient, je ne sais pas comment il a été fabriqué, j'en sais rien. Et donc, du coup, j'achète. Mais si je savais, peut-être que je ferais d'autres choix, en fait. Alors, s'il y en a qui peuvent couper leur micro. Pour revenir sur le lieu, nous, les choix qu'on a faits, c'est d'essayer de limiter au maximum l'impact sur l'environnement. Alors, je dis au minimum parce qu'on ne peut pas faire quelque chose de parfait. C'est ce que je disais par rapport à l'écologie. On ne peut pas avoir zéro impact. À chaque fois, on me dit oui, mais c'est pas écolo, oui, mais c'est… En fait, si on veut avoir zéro impact, je crois qu'il faut aller vivre tout nu dans une grotte. C'est là où on aura… Et encore, il faudra qu'on aille manger, donc on va quand même aller tuer des animaux ou manger des baies. Alors on peut dire oui, mais les baies vont tomber, donc on peut s'arranger. Mais quelque part, à partir du moment où on va s'habiller, à partir du moment où on va avoir un impact. C'est normal.
Je pense qu'il est important, c'est de le limiter. C'est surtout ça. Et pour le limiter, il faut savoir ce qu'on fait. C'est-à-dire que quand je vais faire le choix d'un isolant, par exemple, pour une maison, ou le choix de quelque chose que je vais acheter à manger, j'ai toujours le choix. On a la chance d'être dans une société où on a le choix. Si je sais que ça va avoir un impact plus grand que ça, je vais peut-être choisir celui qui a le moins d'impact. Moi, j'aime bien parler, quand je parle de coût, j'aime bien parler de coût pour la planète. Parce que je trouve que c'est ce qui est le plus parlant, en fait, le coût pour la planète. Et j'ai trouvé comment on voyait les conversations. Oui, il reste le péril. Oui, je suis d'accord, Guillaume. Non, si, c'est Catherine, pardon. Le coût pour la planète, c'est toujours difficile à estimer, mais c'est ce qui permet de savoir, de connaître son impact. C'est-à-dire que le coût pour la planète, c'est facile à imaginer. En se disant, voilà, si j'achète un légume qui vient de mon maraîcher juste à côté, il aura forcément un coût plus petit que si je l'achète dans une grande surface. C'est des choses qui peuvent être évidentes, mais parfois ça l'est moins parce qu'on n'est pas au courant. Et donc c'est toujours la connaissance qui va appuyer les choix. Donc nous, sur le lieu, on a fait le choix d'essayer d'avoir le moins d'impact possible. Donc par exemple, j'oublie un peu de vous montrer, hein, j'ai fait plusieurs photos et j'essaye de les mettre au fur et à mesure, mais je parle et j'oublie un peu. Nous, par exemple, on a fait le choix de faire un système de phytoépuration. Le système de phytoépuration, c'est que toute l'eau qu'on utilise, au lieu de mettre, aujourd'hui, il y a des choses, c'est fait comme ça, mais quand toutes les eaux usées de la maison, elles vont dans une fosse septique, elles sont nettoyées par des bactéries, on met un petit peu de produit dedans aussi pour aider ces bactéries, ou on met d'ailleurs des bactéries, et puis après, ça part dans un filtre à sable qui va nettoyer tout ça. Sauf que le problème de tous ces systèmes classiques, pour ceux qui ont des fosses septiques, sinon après c'est le tout à l'égout. Et le tout à l'égout, ça va partir dans des grands systèmes de retraitement. On va traiter toute l'eau, on va la nettoyer, on va tout mélanger d'ailleurs, et après c'est compliqué. On va la traiter pour la sortir un peu plus propre. Le système de phytoépuration, moi ce que je trouve intéressant dans ce système, c'est que c'est un système qui demande très peu d'entretien et qui est vertueux. C'est-à-dire qu'on va aller mettre tout dans ce système-là, ça va filtrer mécaniquement, comme la nature le fait. Et puis les plantes, elles sont là. Alors, je vous le fais en résumé, hein, la phytoépuration, mais les plantes qui sont là, elles vont s'occuper de faire que ça va être périn. Alors, dans le principe, un petit peu plus poussé, en gros, les eaux sales arrivent dedans, elles sont décantées. Et là, on a deux types de bactéries, des bactéries aérobies et des bactéries anaérobies, donc qui ont besoin d'eau et qui ont besoin d'air. Elles vont s'occuper de mélanger tout ça, elles vont faire des déjections, et c'est de ces déjections-là que les plantes vont se nourrir. Les plantes, elles vont en fait nettoyer le sable, et en nettoyant le sable, elles vont grandir. Et nous, notre boulot, ça va être une fois par an de les tailler. Du coup, on récupère toutes ces feuilles, toutes ces tiges, etc. On va les mettre dans le jardin, ça sert de paillage, et on a fait un cycle. C'est-à-dire qu'après, le paillage va se décomposer, ça va nous faire du terreau, on pourra planter des légumes dedans. Et du coup, finalement, on a fait un cycle complet où on a récupéré quelque part quelque chose qu'on n'avait pas besoin. Et au lieu de le sortir du système, on l'a réutilisé à l'intérieur du système. Et la permaculture, c'est ça. C'est-à-dire qu'on regarde tout ce qui rentre, tout ce qui sort, et on essaye de les limiter. C'est ce qui permet de limiter l'impact, en fait. On a fait d'autres choix aussi. Comme par exemple le système de chauffage, on s'est dit la ressource qui est là, qui a le moins d'impact possible parce qu'on peut la capter directement, c'est le soleil. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec le soleil directement? Pour se chauffer, on met des panneaux, on récupère des panneaux où il y a de l'eau qui circule dedans. C'est des choses assez simples. Et on la chauffe, on la stocke et après on la répartit dans la maison. Donc, ce système de chauffage capte le soleil. Alors, évidemment, on n'est pas dans des régions où on a du soleil toute l'année et tout le temps. Donc, pour compléter ce système de chauffage, on a un système avec du bois bûche, qu'on peut prendre dans la forêt. On a une petite forêt, alors pas suffisant. Donc, on va aussi en acheter chez l'agriculteur d'à côté, qui va venir compléter. Et puis, comme on ne veut pas non plus, on a aussi… on essaye de simplifier des choses, mais
simplifier demande aussi beaucoup d'humains. Nous, sur le lieu, on n'est pas beaucoup. Et donc, on a des systèmes aussi automatiques qui vont prendre la relève. Par exemple, là, le système de chauffage, on a en plus des granules qui font que si moi, je ne vais pas mettre du bois dedans, eh ben, les granules de bois vont s'occuper de prendre la relève et de chauffer le bâtiment. Mais on se rend compte que plus c'est automatisé, plus c'est complexe, plus ça coûte cher à la planète. Je parle toujours de ça. Plus c'est simple, plus on va faire vers des choses simples, et mieux c'est. Et c'est pareil dans son choix. Je trouve ce qui est intéressant quand on ne sait pas vraiment choisir, c'est de trouver la chose la plus simple. Parce que parfois, c'est ce qui va marcher le plus longtemps, plus facile à réparer, qui va être technologiquement plus simple, donc qui va coûter moins cher en final. Voilà sur différents exemples. Alors, je n'ai pas montré, mais par exemple, ce qu'on a fait aussi sur le lieu, qui est important en permaculture, c'est recréer des points d'eau. Les points d'eau sont la source de vie. Donc, quand moi je suis arrivé, la première des choses, ça a été de créer des mares, recréer des mares, c'est-à-dire retrouver les endroits où il y avait de l'eau sous terre, pas loin, ou en tout cas qui ressortait. On les a recreusés et c'est un des premiers chantiers que j'ai fait. C'était vraiment de remettre la place à la nature. Après, on s'est occupé des bâtiments pour pouvoir rapidement redonner la vie. Et l'eau, c'est une source de vie parce que c'est là où les oiseaux vont revenir, les grenouilles, etc. Du coup, ça va aussi amener d'autres auxiliaires du jardin qui vont s'occuper d'éviter d'être trop attaqués. Il y a tout un écosystème qui se recrée. Alors, tout à l'heure, quelqu'un parlait de la permaculture en disant que c'est aussi pour en faire moins. Alors, c'est vrai, mais pas tout de suite. C'est-à-dire que souvent, quand on lance un projet permacole, au début, on en fait beaucoup, parce qu'on a besoin de rééquilibrer, de remettre un équilibre en fait dans l'endroit où on est. Mais c'est vrai que normalement, si on a bien réfléchi à son projet, et dans le temps, ça tourne beaucoup plus en autonomie. Donc, normalement, on a besoin moins d'intervenir. Et toujours dans un projet permacole, justement, il y a cette notion de cycle. Régulièrement, on va se poser la question, on va à nouveau observer et on va refaire le design régulièrement parce qu'on a fait un projet, mais ce projet, il évolue. Et du coup, régulièrement, il faut le remettre en cause pour pouvoir continuer de le faire évoluer. Alors, voilà quelques photos de nos légumes. Nous, sur le lieu, on a des animaux. Par exemple, on a un âne et un poney. Eux ont aussi un rôle, c'est-à-dire que chaque chose, en permaculture, on parle beaucoup de ça, mais chaque chose doit aussi avoir plusieurs fonctions. C'est-à-dire que quand je vais décider d'acheter quelque chose, si ça ne sert que pour un truc, quelque part, c'est dommage. C'est-à-dire que si on n'en a plus besoin, l'objet, on n'en a plus besoin. Le poney, par exemple, le poney, l'âne, c'est sympa parce que ça fait de la compagnie. On peut aller se promener avec. Bon, ça, c'est des choses sympas. Mais surtout, ça va brouter l'herbe, donc ça va la tondre. Ça va faire une répartition de la matière organique, c'est-à-dire que ça va brouter l'herbe à un endroit et puis ça va la déplacer à un autre endroit. Ou nous, quand on va ramasser les crottes, on va ça servir pour déplacer la matière organique dans le jardin. Donc, ça va servir à nourrir le jardin. Et donc, c'est quelque chose qui a plusieurs fonctions et puis qui, du coup, va permettre, si un jour, il n'y a plus d'herbe, les ânes, on trouvera toujours une solution pour que ça avance parce qu'on aura du foin d'un autre côté. Ou si, ça permet d'avoir de la résilience, en fait, d'avoir des choses qui ont plusieurs fonctions. Et que aussi, chaque fonction peut être remplie par d'autres choses. C'est-à-dire qu'un jour, si on n'a plus de poney, on aura toujours la possibilité de tondre l'herbe autrement. Ce n'est pas un problème. Voilà un peu sur, en une heure, hein, c'est compliqué de faire beaucoup de choses, de vous expliquer un petit peu.
ce que je peux vous montrer, c'est que par exemple, voilà à quoi ressemblait le bâtiment au départ. Donc ça, c'est une des photos que j'ai dû prendre. Ouais. C'est une des photos que j'ai prises quand j'ai visité le lieu. Ce qu'on appelle la grange. On a commencé à travailler dessus, à la démonter. On a passé presque un an à essayer de garder en fait les murs pour pas qu'ils s'écroulent quand on démonte. On a tout enlevé. On n'a pas laissé grand-chose parce qu'il n'y avait pas grand-chose en état. On a reconstruit derrière. Alors, par exemple, le choix, là, c'est que du bois qui vient du Jura, juste à côté. Et puis, on a isolé avec des murs en paille. Là, on voit un petit peu des murs en paille qu'on a crépis par la suite. Alors, on a eu pas mal de gens qui sont venus donner un coup de main pour apprendre certaines techniques. Voilà. Ça fait partie des choses aussi. C'est que l'humain a une très grande présence. On avance plus vite tout seul, mais on avance plus loin à plusieurs. Et ça, c'est un exemple où aussi, quand on fait appel aussi à l'humain, on fait appel aussi à l'échange et le partage, et ben on fait des choses aussi très intéressantes et qui sont vraiment enrichissantes pour tout le monde. Voilà l'évolution et voilà à peu près à quoi ça ressemble aujourd'hui, le bâtiment que je vous ai montré. Alors voilà, j'ai fait un petit résumé. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions. Je suppose qu'il y a quelques petites questions quand même par rapport à ça. Donc, je suis à votre écoute. Ah bah écoute, oui, coucou, là c'est Elke. Donc j'ai une question concernant la phytoépuration. Nous, on n'a pas eu le droit de faire ça. Donc, dans quelle année tu l'as fait? Est-ce que tu l'utilises vraiment aussi pour la maison? Comment ça se fait que tu as eu les autorisations? Alors, la phytoépuration, depuis… Nous, on l'a fait c'est il y a assez longtemps. C'est-à-dire qu'on l'a fait, je crois, en 2009. Et effectivement, il n'y avait aucun système individuel labellisé pour pouvoir faire de la phytoépuration. Là, depuis 5-6 ans maintenant, Aquatiris a eu le monopole, plus maintenant, mais eux se sont fait valider leur système. En gros, dans le système d'assainissement, il y a deux modes de fonctionnement. Soit on parle en équivalent habitant. Alors aujourd'hui, ils font des calculs. Alors a priori, ça a encore changé la manière de calculer. Mais en gros, c'est le nombre de pièces dans la maison donne l'équivalent, le nombre d'équivalents habitants qu'il faut que fasse l'assainissement. Donc par exemple, on a 5 pièces, il faut un assainissement de 5 équivalents habitants. Et en gros, en dessous de 20 équivalents habitants et jusqu'à 20 équivalents habitants, on est sur de l'assainissement individuel. Et au-dessus de 20, on est sur de l'assainissement collectif. Et en France, l'assainissement individuel, il est soumis à une obligation de mise en œuvre. C'est-à-dire qu'en gros, on a un cahier des charges et on respecte le cahier des charges. Que ça marche ou que ça ne marche pas, du moment qu'on a respecté les cahiers des charges, on est dans les normes. Par exemple, une fosse toute eau, un grand épandage de sable, dans un endroit où ça n'absorbe pas du tout, effectivement, on a respecté la réglementation, mais l'impact derrière ne va pas forcément être terrible parce qu'il va falloir changer son filtre à sable régulièrement. Ça ne va pas forcément marcher, mais on a respecté les normes. Alors, justement, ce qui a évolué aujourd'hui, c'est qu'il y a des systèmes de phytoépuration qui sont reconnus maintenant pour pouvoir fonctionner pour différentes tailles et pour l'assainissement individuel. Nous, quand on avait fait la demande, effectivement, on n'avait pas le droit. Mais comme on avait 2 bâtiments, on a réussi, on a vu avec le SPANC local en disant, mais alors nous, on voudrait, du coup, si on n'a pas le droit de cette mise en œuvre parce que ça n'existait pas à l'époque, on est passé sur de l'assainissement collectif, où là, ce n'est plus une obligation de mise en œuvre, mais c'est une obligation de résultat. C'est-à-dire, on fait tout ce qu'on veut à partir du moment où ça marche. Alors, on ne fait pas tout ce qu'on veut, parce qu'il faut quand même montrer patte blanche, sinon ils n'acceptent pas. Mais en gros, l'idée, c'est de vérifier à la sortie que ça fonctionne. Et c'est pour ça que nous, on a eu les droits. C'est-à-dire que nous, on était sur 15 équivalents habitants et on a fait passer ça à 21 équivalents habitants pour pouvoir avoir le droit de le faire. Mais aujourd'hui, justement, là, on est en train de recréer un nouveau système de phytoépuration pour un 3e bâtiment. Et là, on va passer sur un système individuel où aujourd'hui, il y a un cahier des charges et donc on peut respecter ce cahier des charges. Ça a même encore évolué où on n'a même plus besoin de 2 bassins, on n'a besoin de plus que d'un seul bassin. Ça a énormément évolué, il y a beaucoup de solutions qui le permettent de le faire et ce n'est pas forcément plus cher. C'est plus cher au départ,
Mais il faut se dire que ce qu'on nous dit pas souvent, c'est que sur celle d'assainissement classique, normalement, il faut vider la fosse régulièrement. Le filtre à sable, au bout d'un moment, il est saturé, donc il faut le changer. Donc il faut recreuser dans le jardin, il faut tout refaire. Mais bon, ça, on ne le fait pas parce qu'on n'a pas d'obligation de le faire. Ça demande un entretien, alors qu'une phyto, à partir du moment où elle a été bien posée, le seul entretien qu'on a, c'est tailler les plantes une fois par an. C'est à peu près tout, quoi. Il n'y a pas vraiment d'autres choses à faire. Vérifier que ça ne se fait pas envahir. Ça reste du vivant, donc il faut quand même être là. Mais ce n'est pas beaucoup de travail. C'est surtout, ça ne coûte rien. Parce que c'est quelque chose qui se nettoie, qui s'auto-nettoie. Les plantes vont être là pour auto-nettoyer le système, pour pas qu'il sature. Ok. Voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. J'ai abordé plein de sujets. Je ne suis pas rentré dans les détails. On peut en parler longtemps. De quelle manière est-ce que vous le rendez vivant, votre écolieu? Est-ce que vous y faites des stages? Est-ce que vous y accueillez du public? Quelle sorte de public? Pour faire quoi? Alors nous, c'est un écolieu où on fait de l'accueil et de l'hébergement. C'est-à-dire qu'on anime, on met à disposition des salles, des chambres pour que puissent se faire des stages sur place. Donc il y a des animateurs qui viennent, des intervenants qui viennent. Nous, on fait aussi des animations dans le cadre de la permaculture, de l'éco-construction, du vivant, puisqu'il va y avoir Didier qui va venir, autour de la nature aussi. Donc on a un grand catalogue de stages qui se font chez nous. Par contre, nous, on n'est que les gardiens du lieu, c'est-à-dire qu'on est juste garant que tout ce qui se fait sur le lieu est en cohérence avec le lieu justement, et donc avec la nature et l'homme. Donc tout ce qu'on fait sur le lieu, c'est autour de ce thème-là. Okay. Après, il y a une association pour essayer aussi de toucher beaucoup plus le local, parce que ça touche plus le national, voire les pays limitrophes. On a une association qui fait aussi tout ce qui… On essaye de faire des concerts de musique du monde, il y a des lectures. Voilà, on essaye de faire aussi d'autres choses avec des gens. Il y a les cours réguliers de yoga, de qigong qui se font chez nous. Voilà, il y a pas mal de choses qui rendent le lieu vivant. D'accord. Et vous êtes à combien de distance d'une ville petite, moyenne ou grande, je ne sais pas? Alors nous, on est à une demi-heure de moyenne ville et à 1h30 des grandes villes comme Lyon et Dijon, à peu près. D'accord. Ah bon? Mais on a la chance d'avoir une gare à Louhans qui est à 10 minutes d'ici, donc on peut venir en train assez facilement. Et donc, la population qui vient vous voir, ce sont des gens qui viennent, qui restent locales, qui restent du département, en fonction des stages ou comment? Alors, la plupart des gens qui viennent, c'est du national, qui viennent de partout. D'accord. Et le local, c'est plus quand c'est des journées ou des demi-journées où il y en a plus de gens locaux, évidemment. Mais tout ce qui est week-end et semaine, c'est beaucoup plus la France, la Suisse, la Belgique. On est encore assez francophone, on n'a pas trop d'étrangers. Okay. Il y a une question dans le chat au niveau de la législation, achat du terrain, rénovation, nouvelle construction, ça se passe comment? Alors, je regarde. Nous, on est parti sur… on a un montage, comment on appelle ça? Un montage juridique où on a deux structures. On a une SCI qui a acheté les bâtiments et après une société qui fait l'exploitation, donc tout ce qui est location de salles, nourriture, etc. Il n'y a pas de… Par rapport aux gens qui vivent sur place, chacun a sa propre maison, tout est regroupé on a plusieurs terrains en fait, et tous les terrains se touchent et chacun a son habitation, mais toute la partie professionnelle, c'est une société qui s'occupe de ça. C'est compliqué en France de faire quelque chose de légal, il faut avoir plein de structures. C'est pour ça qu'on a une SCI, une SARL et une association.
Et vous avez une capacité de combien? On peut coucher normalement d'une vingtaine de personnes. On va jusqu'à 25 personnes. D'accord. Après, quand on fait des stages de permaculture, par exemple, où on considère que le confort n'est pas forcément la priorité, on peut monter jusqu'à 40, 50 personnes. Généralement, on le fait l'été. Avec des toiles de tente. Voilà, on a des toiles de tente, Ouais. on a une cuisine d'été, on a des sanitaires extérieurs, on a des systèmes de chauffage d'eau chaude, justement solaire, pour les stages d'été, où là, on est plus à 50. Mais on va dire les stages plus classiques, on est plus sur des groupes d'une vingtaine de personnes. D'accord. Et est-ce que votre terrain est totalement constructible? Parce que je suppose que vous devez avoir un grand terrain quand même pour accueillir autant de monde. Et est-ce qu'il est du coup totalement constructible? Alors, on n'a qu'une partie du terrain qui est constructible et une partie qui est d'ailleurs inondable, donc on ne peut pas construire dessus. Et après, c'est toute la complexité de se dire, de pouvoir… nous, on a composé avec ce qu'on avait, c'est-à-dire qu'on avait la partie haute du terrain qui était constructible et du coup, on a rénové dans cette partie-là. Et la partie basse, eh bien, c'est que des choses qui sont légères, qu'on peut démonter pour pouvoir faire l'activité. Et alors, enfin, est-ce que vous pourriez nous donner un ordre de grandeur sur la taille du coup en mètres carrés de cette zone constructible, de la zone non constructible aussi? Et si ça vous dérange pas, possiblement de nous donner un prix que vous avez eu pour ce terrain? Alors, les terrains, ça dépend vraiment d'où on se trouve. Mais nous, ici, on a maintenant, parce que je ne vous ai pas fait l'historique parce que ça s'est fait au fur et à mesure aussi, on a eu plusieurs terrains, mais on est sur un écolieu qui fait 8 hectares. Et on a 600 mètres carrés de bâtiments pour pouvoir faire les stages. C'est à peu près ça. Après, le prix des terrains, je n'ai pas vraiment en tête le prix des terrains, mais ça va dépendre des régions. Non, je ne sais plus du tout, comme on a acheté par petit bout, quels sont le prix des terrains. Ok. Je sais qu'on est venu ici parce que c'était pas très cher par rapport autour de Lyon, par rapport… Voilà, là, je vous ai mis un plan un petit peu du lieu. On voit pas grand-chose, ça va peut-être arriver, il faut un peu de Non, on temps. voit une place. C'est un plan sur lequel on a travaillé, c'est un des designs qu'on a fait où on voit le lieu. Alors, je dois pouvoir… Ah bah ouais. Enfin, si quelqu'un cherche du terrain pas cher, venez dans ma région, je suis dans le Haut-Beaujolais, donc c'est quasiment donné, hein. Par contre, c'est pas tout à fait plat. Et là, il y a de belles fermes qui se vendent avec du terrain autour, hein. Il y a le Beaujolais. Non, Et il y a là, le Beaujolais. nous, on est dans le Haut-Beaujolais, donc il n'y a que des charolais dans les prés, il n'y a pas de vin chez nous. Donc, il faut quand même se taper 3/4 d'heure de route pour arriver dans le Beaujolais viticole, hein. La Bresse bourguignonne n'est pas très chère non plus, hein, par rapport à d'autres régions. C'est certainement plus cher que chez moi, hein. Ou sûrement, oui. De toute façon, après, c'est souvent lié aux axes routiers, aux voies de communication. Plus on en est loin, moins c'est cher. Et plus on en est près, plus c'est cher. Je pense ça. Après, quand on a un lieu de stage, c'est pas forcément… C'est important de ne pas être trop loin, d'être accessible. Mais les gens viennent quand même. Nous, on voit, on est quand même un peu isolés. Ça n'empêche pas les gens de venir, quoi. Et vous êtes combien pour gérer l'ensemble? Alors, on est… ça dépend combien on prend, mais on est une famille avant tout, mais qui s'est élargie là ces quelques temps. En gros, on est deux, c'est-à-dire qu'il y a Ramatara et moi. Après, on a les beaux-parents, donc les parents de Ramatara qui sont là aussi, en temps partiel, donc ils viennent de temps en temps donner un coup de main. Ils ont leur rôle parce que c'est vrai qu'on a un enfant, on est content qu'il soit là aussi pour nous donner un coup de main. On a un ami qui s'est installé pas très loin, Franck, justement, qui fait de la permaculture, donc qui lui est là. On a une amie qui est aussi installée sur place, qui participe en partie au fonctionnement du lieu. Donc on est 4, en gros, à peu près à faire tourner le lieu en plein temps, quoi. Alors en ce moment, c'est calme, mais on fait d'autres choses. Ouais. Encore une petite question sur le terrain. Vous l'avez trouvé comment? Sur un site internet, sur des petites annonces, en envoyant votre dossier à des mairies? Au départ, moi, je cherchais une maison d'habitation, donc je suis passé par un agent immobilier.
en cherchant. Ça devait être probablement sur Internet et des agences, et j'en ai visité. Je suis surtout passé par ça, quoi. Comme il n'y avait pas de projet d'écolieu au départ, c'était vraiment une maison d'habitation. Ok, d'accord. Ok. Et en dehors des stages, est-ce qu'on peut passer te voir? Est-ce qu'éventuellement le week-end, tu peux recevoir? Alors oui, c'est avec plaisir de vous recevoir pour voir un peu le lieu. Alors, c'est pas forcément le week-end où on est le plus dispo, c'est plus en semaine. Ah oui, mais moi, Et j'ai pas oui. bien le choix. Non, mais après, voilà, faut donner un coup de fil ou Mm, envoyer un mail, et ouais. puis on essaye de voir quand Ouais, parce on que est je vois que dispo. c'est pas très très loin de chez moi, hein. Bah non, au Beaujolais, ça va être à 1 heure et demie, quoi. Ouais, par les petites routes, ouais. Donc oui, on peut accueillir. On est justement en train de voir aussi pour faire des week-ends, ou d'essayer d'organiser des week-ends ou des demi-journées sur l'écolieu, sur comment monter un écolieu, etc. Parce qu'on a beaucoup de demandes et parfois on n'a pas forcément le temps d'accueillir tout le monde en même temps. Enfin, tout le monde justement séparé, et Ouais. d'essayer de mettre des créneaux. Mais pour le Mm, moment, on n'est pas encore sursaturé, donc on peut encore le faire. d'accord. J'imagine que vous avez un potager. Depuis pas longtemps. Ah, Ça a souvent surpris les gens en disant on vient sur un lieu permacole et il n'y a pas de culture. On en a eu, puis après on a eu un petit qui nous a beaucoup occupé, donc on n'a plus eu de potager. Et puis maintenant qu'il commence à être grand, on a démarré cette année un nouveau grand potager. On est même un petit peu plus grand que le potager, parce que le but, c'est aussi de nourrir un petit peu tous les gens qui viennent avec nos légumes. ouais, voilà. Ouais. Après, dans un projet permacole, nous, notre choix, c'était de se dire, on connaît plein de maraîchers dans le coin, il y a des maraîchers qui font des choses bien, et c'était aussi de travailler avec eux. Donc, ça faisait partie du... On savait que ce n'était pas la priorité de faire du maraîchage, mais que ça allait arriver par la suite. D'accord. Et là, le fait qu'il y ait Franck qui nous ait rejoint, par exemple, fait que le jardin peut aussi prendre forme, parce que c'est là où lui, c'est un spécialiste du sol, donc travaille vraiment le sol, le met en place, et dynamique dans ce sens pour faire avancer aussi. Et du coup, voilà, à deux, pour pouvoir gérer au départ, c'était un peu compliqué. D'accord. Et au moment des repas, justement, qui est-ce qui fait la cuisine? C'est vous qui faites la cuisine des stagiaires ou vous faites venir quelqu'un ou comment ça se passe? Alors, ça dépend. C'est-à-dire qu'au début, c'était nous. On a beaucoup fait la cuisine. Et puis, plus les stages grandissaient, plus il y avait de monde en fait dans les stages, parce que ça a été progressif. Et moins on avait la dispo. Puis après, on a une autre petite, donc on était encore moins dispo. Donc là, on a une amie cuisinière qui fait ça. Et on a une amie sur place aussi qui est cuisinière. Du coup, voilà, soit c'est nous, soit c'est une cuisinière qui le fait, soit c'est quelqu'un de sur place qui le fait. Ça dépend de la taille du groupe, ça dépend de la disponibilité de chacun. Maintenant, on a commencé à mettre en place de se voir, nous, comme on commence à être beaucoup sur le lieu aussi, de se voir régulièrement autour d'un repas, une fois dans la semaine, pour discuter un peu, s'organiser, se voir aussi, parce que comme chacun fait aussi ses activités, on ne se croise pas toujours tous les jours. Bien sûr. Pourquoi vous organisez pas, j'ai déjà vu sur des écolieux, tout le monde mettait la main à la pâte, enfin surtout ceux qui savaient cuisiner, c'est meilleur au goût. Mais chacun participait, et puis les gens du coin qui venaient, c'était en style auberge et pas espagnol, ou alors chacun on cuisinait ensemble. Ben ça dépend surtout des intervenants. C'est-à-dire que nous, soit on fait à manger pour les gens, parce que les intervenants, dans leur stage, ils n'ont pas forcément ce temps-là, soit ça fait partie de leur stage aussi de participer à la nourriture. Et donc, du coup, là, il y a un système collégial qui se met en place et qui est prévu en fait dans la semaine de formation ou dans le week-end de formation. Mais nous, c'était aussi l'idée que il y a des gens, ils viennent, ils n'ont pas du tout envie de s'occuper de toute la logistique. Et nous, notre rôle, c'est que les gens viennent quand ils viennent faire un stage ici, que le lieu soit porteur et que ça apporte en fait à chacun
en plus de l'intervenant de ce qu'il amène, tout ce que le lieu peut amener. Donc la nourriture fait aussi partie des choses parce que bien manger, manger du local, c'est aussi intéressant et important. Bien sûr. Comment est-ce que vous communiquez votre écolieu? Venant du monde de l'audiovisuel et on essaye du web, parce que la boîte dans laquelle j'étais, c'était surtout de la diffusion vidéo sur Internet. Ouais. Donc on connaît pas mal le web, donc c'est un peu notre métier d'origine. Et donc du coup, c'est site web, on utilise les réseaux sociaux parce qu'il y a surtout ça qui marche en ce moment. Et après, c'est surtout du bouche à oreille. C'est-à-dire nous, c'est les gens qui sont venus, qui connaissent, qui en parlent dans tant de personnes et ça fonctionne comme ça. Parce que tout ce qui est communication, ça demande de dépenser énormément d'argent, de moyens pour se faire connaître. Aujourd'hui, il y a une très grande diversité de lieux, de plus en plus. Et donc, ça devient de plus en plus cher, on va dire, si on veut pouvoir passer par des moyens classiques. D'accord. Les moyens, du temps, c'est beaucoup de temps à passer pour faire de la com. Ok. Est-ce qu'éventuellement, tu as déjà été au Salon Prime Vert En tant qu'exposant alors, en tant qu'exposant, non. ou conférencier ou voilà. Non plus, parce qu'on a fait des petits salons locaux. On avait regardé pour Prime Vert. On n'a pas fait Prime Vert. Non, on n'a pas fait Prime Vert. On a fait des petits salons locaux, en fait. D'accord. Mais Prime Vert, on avait commencé à regarder. Après, on voulait voir justement pour 2020, mais voilà, c'était pour s'organiser, mais voilà, c'était un peu trop compliqué. Donc, ce sera peut-être l'année prochaine. On aura peut-être un stand. Peut-être. Bon, ben, super. Le problème, c'est qu'on n'est pas beaucoup, donc le temps est compté et qu'il faut bien le gérer aussi. Et après, c'est pas nécessaire de rester les 3 jours sur place. Si, par exemple, si tu proposes d'être intervenant, voilà, tu fais ton speech, tu fais ton truc, voilà, et puis tu donnes rendez-vous aux gens qui sont intéressés quelque part dans la demi-journée sur le salon, quoi. C'est vrai que faire tout le salon, ça mobilise énormément, quoi. Mais bon, c'est toujours à une période où il n'y a pas grand-chose à faire à l'extérieur. Le truc qui est compliqué, c'est que nous, on a un lieu d'accueil, mais souvent dans ce genre de salon, les gens ils viennent chercher des activités à faire. Et finalement, nous, on va parler des activités des intervenants qui viennent chez nous. Et c'est toujours ne venir que pour un lieu d'accueil, ça ne fonctionne pas parce que en gros, c'est que pour les intervenants quelque part. C'est pas pour les gens qui viennent suivre les formations ou les stages. Donc c'est pour ça que on sait toujours les différents salons qu'on a fait. À chaque fois, on faisait la pub aussi pour les intervenants de chez nous. Donc c'est pas facilement identifiable en fait. C'est soit toi tu fais une activité sur le lieu et du coup tu parles de ton activité, des formations, des choses comme ça. Moi je participe à des formations mais je n'organise pas forcément des formations tout seul. Donc je vais pas prendre. Ça fait une confusion. Soit on est un lieu et nous on est juste un lieu ressource et les gens profitent du lieu ressource. Ok. Bon, voilà, s'il y a d'autres questions. Merci. Merci à vous. Je partage. Au plaisir de vous croiser par ici ou en virtuel ou par mail. En tout cas, si vous avez d'autres questions, ce sera avec plaisir. Oui, merci beaucoup à vous. Et puis, votre projet a l'air vraiment super. Donc, ça fait rêver, c'est bien. C'est 10 ans de projet. Hein. Il s'est monté lentement, mais il avance. Et on est content d'être dedans et de continuer dans cette aventure. C'est clair que ça fait rêver. C'était très intéressant en tout cas. Merci beaucoup, c'est inspirant. Merci pour le retour. C'est bien d'avoir aussi des retours. Ce que je trouve amusant, c'est que chaque projet appartient aux gens qui l'habitent. Donc, chaque projet est unique. On parle d'écolieu, mais c'est un terme assez générique. Complètement qui ne correspond pas. Enfin, si, parce qu'il y a une même philosophie, on va dire. C'est ce qui relie, mais
en fonction de la personne, des personnes qui le construisent, qui l'habitent, qui l'animent. C'est vivant, c'est mouvant et c'est différent. C'est humain. C'est ça qui est intéressant. C'est que justement, c'est le côté humain qui est là. On n'est pas dans quelque chose de normé. C'est ça qui est sympa. Et puis nous, on n'était pas sur un écolieu de vie aussi au départ. C'était vraiment un projet de travail. Et c'est vrai que on ne présente pas les choses pareilles. On n'avance pas quand tout le monde vit sur place ou quand on fait un projet de travail. Voilà un peu là, c'est le projet qu'on est en train de mettre en place. On avait un grand mandala qu'on avait construit, que ma sœur avait fait il y a 7 ans, qui était un peu à l'abandon. Et là, cette année, on va dire grâce au Covid, on a eu un peu plus de temps pour travailler le jardin. Et voilà, on est en train de faire des structures pour planter plein de légumes. Super. À côté de chez nous, on a la ferme du Bouchot, c'est des amis et ils ont un très beau mandala. Ils ont même un zoom. Un zoom. Ah, un zoom, ouais. Ben ouais. Donc... ouais. Nous, on en a fait un, mais il est tout petit, tout petit. Pourquoi? Pour une personne? Non, même pas. C'est un ami architecte qui nous l'avait fait pour notre fils, donc il doit faire 50 cm de haut, tout en carton. Il est sympa, mais voilà. Ben moi, j'en ai un tout petit en carton pour mes pierres qu'on m'a fait aussi. On ne rentre pas dedans. Eh ben, je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup. Merci. Et puis, au plaisir de vous croiser, en tout cas, par chez nous. Merci. 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 À bientôt. Au revoir. À bientôt. Merci, au revoir. Beaucoup, à bientôt.